Dans un village calme portuaire, niché au creux d'une baie, la vie était réglée comme du papier à musique. Les bateaux de pêche partaient à l'aube, revenant à la tombée de la nuit, chargés de poissons argentés. Mais il y a quelques années, des événements étranges et terrifiants ont bouleversé la tranquillité de ce lieu. Je m'appelle Jacques et je suis pêcheur dans ce village depuis plus de 30 ans. J'ai toujours aimé la mer, son immensité, sa beauté. Mais aujourd'hui, je ne peux plus la regarder sans frissonner. Tout a commencé il y a environ 5 ans. Nous étions en pleine saison de pêche et les sorties en mer étaient fréquentes. Un matin, l'un de nos collègues, Pierre, ne s'est pas présenté au port. Nous avons pensé qu'il était malade ou qu'il avait simplement oublié l'heure. Mais lorsque nous sommes revenus le soir, il n'était toujours pas là. Sa femme et ses enfants étaient désespérés. Et nous avons immédiatement alerté les autorités. Les recherches ont duré plusieurs jours, mais elles n'ont rien donné. Pierre avait disparu, sans laisser aucune trace. Nous étions tous sous le choc, mais nous avons dû continuer à travailler. La vie devait suivre son cours. Quelques semaines plus tard, un autre pêcheur, Jean, a disparu de la même manière. Puis un autre, et encore un autre. À chaque fois, c'était le même scénario. Une disparition soudaine, sans aucune explication. Les autorités étaient impuissantes et la peur a commencé à s'installer dans tout le village. Nous, les pêcheurs, étions particulièrement inquiets. Nous étions les seuls à partir en mer et nous étions les seuls à disparaître. Nous avons commencé à nous demander si la mer elle-même n'était pas responsable de ces disparitions. Un soir, après une journée de pêche particulièrement éprouvante, nous avons décidé de nous réunir pour discuter de la situation. Nous étions une dizaine assis autour d'une table dans la lumière tremblotante d'une lampe à pétrole. Nous avons parlé pendant des heures, évoquant toutes les théories possibles et imaginables. Mais aucune ne semblait tenir la route. C'est alors que l'un d'entre nous, un vieux pêcheur nommé Marcel, a pris la parole. Il avait les yeux rougis par la fatigue, mais sa voix était ferme et assurée. « Je sais ce qui se passe, a-t-il dit. C'est le bateau maudit. » Nous avons tous éclaté de rire. Nous connaissions tous l'histoire du bateau maudit, une vieille légende locale qui racontait qu'un bateau de pêche, il y a des siècles de cela, avait été maudit par une sorcière. Selon la légende, le bateau était condamné à errer sur les mers pour l'éternité, entraînant dans sa malédiction tous ceux qui osaient monter à bord. Mais Marcel était sérieux. Il nous a raconté que lui-même avait vu le bateau maudit quelques semaines auparavant lors d'une sortie en mer. Il avait essayé de le signaler aux autres, mais nous étions tous trop occupés à pêcher pour y prêter attention. Nous avons donc décidé de prendre la menace au sérieux et de faire des recherches sur cette légende. Nous avons découvert que le bateau maudit était décrit comme un vieux bateau de pêche en bois, avec des voiles noirs et une figure de proue représentant une femme, aux cheveux roux. Nous avons également découvert que la malédiction ne pouvait être levée qu'en offrant un sacrifice à la mer. Nous étions terrifiés, mais nous savions ce que nous devions faire. Le lendemain matin, nous avons tous embarqué sur nos bateaux, armés de couteaux et de filets. Nous avions décidé de pêcher le plus gros poisson que nous pourrions trouver et de l'offrir en sacrifice à la mer. La journée a été longue et éprouvante, mais nous avons finalement réussi à pêcher un énorme thon. Nous l'avons attaché à un filet et nous avons commencé à le traîner derrière notre bateau en direction du large. C'est alors que nous l'avons vu, le bateau maudit, avec ses voiles noires et sa figure de proue aux cheveux roux. Il semblait nous attendre, immobile, sur les eaux. Nous avons tous senti une vague de terreur nous submerger, mais nous savions que nous ne pouvions pas reculer. Nous avons approché le bateau maudit et nous avons tranché le filet qui retenait le thon. Nous avons prié, supplié la mer de lever la malédiction, et puis nous avons attendu. Les minutes ont semblé durer une éternité, et puis soudain, le bateau maudit a commencé à bouger. Il a tourné lentement sur lui-même et a disparu dans les brumes du large. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement et nous avons fait demi-tour en direction du village. Dès le lendemain, les disparitions ont cessé. Nous avons tous été soulagés. Pour ma part, j'ai fini la saison de pêche en tremblant tous les matins, complètement traumatisé. À la fin de cette saison de pêche, j'ai posé pied à terre et je n'ai plus jamais navigué. Même si les disparitions ont cessé et que la vie a repris son cours, nous savons tous que la mer garde ses secrets et que certaines malédictions ne sont jamais tout à fait levées.
Il y a quelques années, une histoire effrayante a secoué une petite ville côtière. Un bateau de pêche a disparu en mer, laissant les familles des marins dans l'angoisse et l'incertitude. Je m'appelle Sophie et je suis la femme de l'un des marins qui a disparu. Voici mon histoire. Mon mari, Thomas, était un pêcheur expérimenté. Il avait passé la majeure partie de sa vie en mer et il connaissait les dangers qui y étaient associés. C'est pourquoi, lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait partir en mer pour une semaine de pêche, je n'ai pas été inquiète. Je savais qu'il serait prudent et qu'il reviendrait à la maison sain et sauf. Le jour du départ, je me suis levée tôt pour préparer le petit déjeuner de Thomas. Il était de bonne humeur et nous avons passé un moment agréable avant qu'il ne parte. Je lui ai dit au revoir et je l'ai regardé s'éloigner dans la lumière du matin. J'ai ressenti un léger pincement au cœur en le voyant partir comme à chaque fois, mais je me suis dit que ce n'était que pour une semaine. Les premiers jours, tout s'est bien passé comme prévu. Thomas m'appelait tous les soirs pour me dire qu'il allait bien et pour prendre des nouvelles de la maison. Mais le 3e jour, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais je tombais toujours sur sa messagerie. J'ai commencé à m'inquiéter, mais je me suis dit que c'était peut-être simplement un problème de réseau. Ça arrive souvent quand on est en mer. Le lendemain, j'ai appris la nouvelle qui allait bouleverser ma vie. Le bateau de Thomas avait disparu en mer. Les autorités avaient lancé des recherches, mais pour l'instant, il n'y avait aucune trace du bateau ou de ses occupants. J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi faire. J'ai ressenti une vague de panique et d'angoisse m'envahir. Je me suis mise à pleurer et j'ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Les jours ont passé et les recherches ont continué. Mais peu à peu, l'espoir de trouver les marins s'est amenuisé. Les familles des disparus ont commencé à se rassembler pour se soutenir mutuellement et nous avons tous prié pour que nos proches soient retrouvés sains et saufs. J'ai passé des nuits blanches à imaginer tous les scénarios possibles, à espérer que Thomas soit en vie quelque part, à craindre qu'il ne soit plus de ce monde. Un mois après la disparition du bateau, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. Les marins ont réapparu soudainement sur une petite île déserte à des centaines de kilomètres de la côte. Ils étaient tous sains et saufs, mais ils n'avaient aucun souvenir de ce qu'il s'était passé. Ils ne se rappelaient pas comment ils avaient quitté le bateau, ni comment ils avaient atteint l'île. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incrédulité. J'étais heureuse que Thomas soit en vie, mais je ne comprenais pas comment cela était possible. Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Mais malgré leurs efforts, ils n'ont jamais pu trouver d'explication satisfaisante. Les marins ont tous subi des examens médicaux approfondis, mais aucune trace de drogue ou de substance chimique n'a été retrouvée dans leur organisme. Aujourd'hui, je suis heureuse de dire que Thomas est de retour à la maison, sain et sauf. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé et de me demander ce qui a bien pu arriver à mon mari et à ses compagnons. Je sais que je ne trouverai peut-être jamais de réponse, mais je continue à espérer. Tout a commencé un bel après-midi d'été. J'avais décidé de partir en croisière avec quelques amis pour explorer les côtes du sud de la France. Nous étions un groupe de 5, moi, Max, Claire, Julie et Thomas. Nous avions loué un petit yacht pour naviguer le long de la Méditerranée. L'idée de passer une semaine en mer, loin du stress de la vie quotidienne, nous réjouissait tous. Le premier jour, tout se passait à merveille. Le soleil brillait, la mer était calme et nous nous amusions comme des fous. Nous avons passé la journée à nager, bronzer et pêcher. La nuit tombée, on a même jeté l'ancre près d'une petite île déserte et on a décidé de passer la nuit à bord. C'était une nuit claire, illuminée par une pleine lune éclatante. Après un bon dîner et quelques verres de vin, nous sommes allés nous coucher, fatigués mais heureux. Je me suis réveillée en sursaut, dérangée par un bruit étrange. C'était un grattement, comme si quelque chose frottait contre la coque du bateau. Je suis sortie pour vérifier, mais il n'y avait rien d'anormal à l'extérieur. Pensant que c'était juste un poisson ou peut-être du bois flottant, je suis retournée me coucher. Cependant, le bruit a persisté. Claire, qui partageait ma cabine, l'a entendu elle aussi et a commencé à paniquer. Pour la rassurer, je suis sortie de nouveau et cette fois j'ai inspecté la coque de plus près. C'est là que j'ai vu quelque chose d'étrange. Des marques de griffes profondes, comme si une créature avait essayé de grimper à bord. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai réveillé tout le monde. Max, notre capitaine improvisé, a pris une lampe torche et nous avons fait tout le tour du bateau dans l'eau. Nous n'avons rien trouvé de suspect, mais les marques étaient bien là, réelles et inquiétantes. On avait hâte de sortir de l'eau à ce moment-là.
La journée s'est déroulée sans encombre, mais l'ambiance à bord était assez tendue. On était tous sur nos gardes, guettant le moindre signe de danger. Le soir venu, on a décidé de prendre des tours de garde. Comme ça, on s'est assuré que rien ne viendrait perturber notre sommeil. Je prenais le premier tour de garde de 22h à minuit. La mer était calme, le silence pesant. Soudain, j'ai entendu un cri perçant venant de l'arrière du bateau. J'ai couru vers l'origine du bruit et j'ai trouvé Julie, tremblante de peur, pointant du doigt quelque chose dans l'eau. Une silhouette sombre se mouvait juste en dessous de la surface, trop grande pour être un poisson. Max et Thomas sont arrivés en courant et nous avons tous observé, impuissants, la créature qui rôdait autour du bateau. On n'a pas osé s'approcher, mais il était clair que ce n'était pas une créature ordinaire. La silhouette a disparu aussi rapidement qu'elle était apparue, nous laissant terrifiés et perplexes. La nuit suivante, on a décidé de rester réveillés tous ensemble. Vers minuit, alors qu'on était tous sur le pont, on a vu quelque chose émerger de l'eau. C'était une créature humanoïde, avec des yeux brillants et des griffes acérées. Elle grimpait lentement le long de la coque, en laissant des marques profondes derrière elle. Nous étions paralysés de peur. Max a attrapé une arme de signalisation et a tiré une fusée éclairante en direction de la créature. La lumière vive l'a fait reculer et elle a replongé dans l'eau avec un hurlement strident. Nous étions sauvés. Enfin, pour le moment. On a décidé de quitter l'endroit immédiatement. On a levé l'ancre et on a mis le cap vers le port le plus proche. Mais la créature nous a suivis. Pendant un moment, nageant à une vitesse impressionnante à côté du bateau. Heureusement, on a réussi à la distancer et à atteindre le port au petit matin. En arrivant, nous avons raconté notre histoire aux autorités locales, mais personne ne nous a cru. Les marques sur la coque étaient la seule preuve que nous disions la vérité. Mais elles ont été attribuées à des rochers ou à des débris marins. Nous sommes tous rentrés chez nous, traumatisés par cette expérience. Aucun de nous n'est retourné en mer depuis. Cette aventure a marqué nos vies, et à chaque fois que je repense à cette nuit d'horreur, un frisson glacé me parcourt le dos. Merci d'avoir écouté mon témoignage. J'espère que mon histoire vous a fait frissonner autant que nous avons eu peur cette nuit-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de récits plus terrifiants encore. Et souvenez-vous, certaines choses en mer restent inexpliquées.